Voilà, voilà. On avait d'autres questions? Ouais, donc quelques questions. Qu'est-ce que vous pensez des restrictions sur les armes à feu que l'Europe est en train de mettre en place? On vient de le voir. Une question de Kevin Terrois. Que pensez-vous de l'énorme chute du cours de l'or et de l'argent? Bah déjà, il faudrait peut-être en fait, il faudrait que la question soit posée à l'inverse. Qu'est-ce qu'on aurait pensé de l'énorme montée de l'or il y a 5 ans, quoi. J'allais répondre, tout dépend de quand on compte. Ouais. Ça, c'est le problème du truc. Alors, moi, je dis toujours la même chose. Premièrement, l'or et l'argent, c'est une assurance. Quand tu achètes une assurance, tu te dis pas, bon putain, quand est-ce qu'elle va brûler ma baraque pour que je puisse toucher? Non, tu achètes une assurance, euh, et l'or, c'est une assurance contre le reste qui se viande. C'est une assurance contre l'inflation, c'est une assurance contre la chose. Ce n'est pas un investissement. Tu peux le Mhm. faire comme investissement, mais à ce moment-là, faut être un très grand connaisseur et tu Mhm. investis en tant que connaisseur dans un marché que tu connais bien. Et si tu poses la question, c'est que tu ne le connais pas, donc il ne faut pas investir en tant qu'investisseur. En revanche, une partie de sa fortune, après avoir développé des compétences, après avoir développé acheté même des matériels et avoir un métier et avoir investi dans toi, dans ton métier, si te reste du fric, oui, pourquoi pas, une partie de ton argent, tu le mets dans de l'or parce que c'est une monnaie d'échange, parce que c'est une réserve de valeur. Et la raison pour laquelle ça a baissé, c'est parce que les marchés non matières premières, ils ont monté. Parce que voilà, il y a une immense manipulation en ce moment à la hausse qui est en train, à mon avis, d'arriver à la fin, alors que les économies sont en train de perdre de la vitesse, parce que la plupart des investisseurs dans le monde étant dans les actions en bourse, si les actions en bourse reflètent l'état réel de l'économie, tout le monde déprime et ça accélère la chute. Donc on a eu, enfin, les banques centrales ont investi lourdement de l'argent qu'ils ont créé ces derniers 10 ans dans les actions boursières pour faire cette montée artificielle. Et par corrélation, elles ont attaqué à la baisse les matières premières, notamment l'or et l'argent. Mais bon, moi j'ai acheté de l'or en 2003, ça valait 300 dollars, ça vaut 1000 aujourd'hui. Je m'en fous, hein, que ce soit 1000, 1800, 4000, je ne vais pas le vendre. C'est Mhm. un petit peu de trucs que j'ai mis de côté et au cas où, Mhm. c'est pas un Ouais. investissement. Non, mais c'est vrai que donc là, il dit que pensez-vous de l'énorme chute du cours de l'or et de l'argent? Je pense, pour moi, hein, je suis pas économiste, hein, mais pour moi, je pense qu'en fait, ça s'est plutôt rétabli. Je pense qu'en fait, l'or, il a énormément monté presque artificiellement. Et là, en fait, il est redevenu normal, quoi. Ouais. Donc, en fait, c'est pas fort. Pour moi, je le vois pas comme une chute. Oui, je pense qu'il est revenu là où il doit être, 1000, 1002. C'est des fluctuations après, par rapport à quoi? Ouais. C'est Par toujours. rapport à quoi? Par rapport à quand? Ouais. Autre question de Aurel Prepper. Comment, tout en étant lucide, ne pas se mettre dans une bulle anxiogène pendant notre préparation? Moi, c'est ce que je dis toujours. Moi, déjà, je me prépare pas. Et je pense que c'est la clé, en fait, pour pas se mettre et se projeter dans une bulle anxiogène. Il y a beaucoup de gens qui s'intéressent au survivalisme pour survivre à quelque chose, pour se préparer à quelque chose. Donc ce quelque chose, on le voit généralement souvent, ça va être les trucs qui reviennent toujours, guerre civile, effondrement économique, pénurie de je sais pas quoi, gros problème interstellaire et ainsi de suite. Si on part dans cette dynamique pour se préparer à un événement, déjà on risque d'être très déçu parce que si l'événement arrive jamais, on a fait tout ça pour rien. Moi, à mon avis, le meilleur moyen en fait de pas se mettre dans une bulle anxiogène, c'est déjà de pas penser au survivalisme comme une préparation à quelque chose, à un événement, mais plus comme une hygiène de vie qui peut être hyper intéressante. Et donc, encore une fois, on repart sur les questions de fond. Qu'est-ce que je veux faire dans ma vie?
qui je veux être dans ma vie, où je veux vivre, où je veux éduquer mes enfants, est-ce que je veux vivre en ville, à la campagne, et ainsi de suite. Et là, on commence à parler en fait de construire une hygiène de vie et une manière de vivre qui reflète nos natures, qui s'intéresse à des sphères peut-être plus subtiles qui nous conviennent à nous et peut-être pas à nos voisins. Peut-être qu'on est dans une dynamique où on veut manger plus sainement et donc on va tout faire pour essayer de sécuriser un jardin potager, toutes ces choses-là. Et toutes ces choses-là vont généralement nous apporter une certaine résilience, une certaine autonomie, une certaine indépendance. Et à mon avis, c'est là où on commence à être à l'antipode de tout ce qui est anxiogène, quoi. C'est sûr que les discours fin du mondiste, ça va péter, guerre civile, effondrement, machin et trucs, c'est vrai que c'est anxiogène. Mais si on se détache un petit peu de ça et qu'on réfléchit vraiment à comment on veut vivre, qu'est-ce qui est important pour nous, qu'est-ce qui est important pour notre époux ou notre épouse, qu'est-ce qui est important pour nos enfants, putain, là on est loin de l'anxiogène et à mon avis on a tout à gagner, quoi. Alors, il faut que les gens réécoutent ce que tu viens de dire une deuxième fois parce que c'est très important. Je suis bien sûr totalement d'accord, mais il faut quand même qu'on se prépare. Et en fait, pour une raison toute simple, c'est qu'en fait, le, je vais dire ça d'une certaine manière. Ma nature personnelle, c'est d'être quelqu'un de très peu anxiogène, d'être très peu anxieux. Mais je sais que ce que je dis dans mes vidéos, et aussi ce qu'on écrit dans les livres, bien qu'il me semble que notamment Rue Barbare, on l'a écrit plutôt dans cette optique justement, encore plus que survivre à l'effondrement économique, encore plus dans une optique d'hygiène de vie, de mode de vie, de philosophie de vie, Ouais. avec ce qui en découle, qu'avec une volonté, et certainement c'est pas ma volonté de faire peur aux gens, etc. Néanmoins, quand tu expliques aux gens, si tu vas dans cette forêt, il y a des ours, donc tu dois te préparer au cas où il y a un ours à avoir tel équipement sur toi, la petite clochette, le truc qui est répulsif et éventuellement le gros flingue avec un gros calibre si nécessaire. Mm-hmm. Le mec qui t'écoute, il se dit oh, putain mais j'ai peur des ours, mais en fait je pensais pas qu'il y avait, je savais même pas ce que c'est qu'un ours. Il va voir un truc, il dit oh putain les ours c'est quand même méchant si c'est. Et il va voir les films où les ours ils bouffent des mecs. Et bon. Et tu sais comme moi que c'est pas fréquent un ours qui bouffe un mec, mais ça arrive. C'est un peu comme. Hein? Tous les ans. Oui, tous les ans. Mais moins fréquent que les accidents de la route, moins fréquent que les accidents dans le domicile, que les nuques cassées parce que le mec il tombe dans sa salle de bain, etc. Donc, inévitablement, on va créer dans ces discours de l'anxiété, de la peur parfois, ça ce qui est encore pire, parce que l'anxiété, c'est quelque chose qu'on peut travailler dessus. La peur aussi, mais la peur c'est plus insidieux, surtout c'est plus brutal, ça arrive plus vite. Bon, j'espère pas qu'on fait peur aux gens. Mais l'anxiété, oui, ça je sais que ça peut être anxiogène. Mais c'est pas nous, ça m'anxiogène, c'est la réalité. Voilà, mais à la fin c'est ça, c'est que tu ouvres les fenêtres, quand tu sors quand tu arrêtes Facebook 5 minutes ou tes trucs comptables dans le tertiaire, et que tu sors dans la rue, et maintenant y compris à Paris, y compris dans les quartiers chicos branchés, bah la réalité elle est là. Et on va pas reprendre le truc qu'on disait tout à l'heure sur l'Afrique, le Mexique, etc., Los Angeles, mais reality is back. Et c'est en train de nous mordre les fesses, et il faut juste se dire, bon ok, donc, changement d'attitude, comme on disait avant, les niveaux d'alerte de Cooper et plein d'autres attitudes, l'homme gris, etc. C'est par exemple, petit exemple, je discutais l'autre jour avec un type qui est d'origine congolaise et qui habite à Paris. Et moi, je ne savais pas, mais il semblerait que les Congolais ont une culture chez les hommes très forte de s'habiller extrêmement flashy et extrêmement en costard avec des belles chaussures, trucs, machin. Et que, même en France, donc ce sont des Africains qui sont devenus pour certains Français qui habitent en France, ils ont ce culte de s'habiller bien, de s'habiller voyant et ils mettent beaucoup de leur argent dans les fringues. Les costards, les cravates, les machins, les chemises. Bon. Et forcément, c'est des fringues qui se revendent, donc ils se font agresser. Donc il y a aussi des agressions, c'est pas toujours
dans un sens, c'est dans tous les sens, les agressions. Et, euh, et moi, je lui disais, mais pourquoi tu... Et il disait, ouais, mais j'aime bien, oui, mais donc, tu as le risque de te faire agresser pour tes fringues. À ton époque où tu habitais à Paris, c'était la grande mode des blousons en cuir, n'est-ce pas? Les mecs qui flippaient parce que je dis, ah, je mets pas mon blouson en cuir parce que je vais me le faire piquer dans le métro, etc. À la fin, c'est un choix, ouais. Bah, soit tu mets pas ton blouson en cuir, soit tu le mets, mais tu sais qu'il y a un risque de te le faire toper. Et c'est pareil pour les boots. Mais bon, et à ce moment-là, tu as une attitude de je vais pas me le faire prendre. Mais c'est des choix. Et finalement, je pense que toi, t'es comme moi, on a ce côté où l'être humain, il a un des droits naturels, c'est d'être libre. Et être libre, c'est aussi faire des choix et d'assumer les conséquences. Ensuite, ouais, c'est pas cool que tu t'aies fait braquer ta sape, tes fringues et tout. Mais il fallait pas les mettre. Et si tu les mets, bah, peut-être que tu te les fais pas fringuer, tu vas te battre pour. C'est des choix. Des choix que tu maîtrises pas toujours. Des fois, tu penses faire un choix et puis ensuite tu es sidéré par ce qui t'arrive. Ça arrive. Mais, euh, mais à la fin, on est dans cette approche de compréhension de l'environnement, faire le choix, assumer les conséquences. C'est être adulte, c'est pas donné à tout le monde, c'est c'est comme ça. Mais à la fin, on- je pense que cette anxiété, cette peur, après, elle se travaille aussi par du travail sur soi, peut-être en parlant avec d'autres, en relativisant. Et puis, c'est là je tiens à dire la préparation. Moi, je trouve que la préparation a un aspect rassurant si elle est faite de manière intelligente. Et c'est vrai que la critique que j'entends et qui est recevable, c'est de dire si ta préparation c'est d'accumuler du matos parce que ça te rassure d'acheter des trucs, c'est pas la bonne méthode. Je suis d'accord, bien sûr. Mais ce processus de comprendre l'environnement, donc qu'est-ce que je dois faire pour me préparer, quels sont les choix, quelles sont les conséquences que je vais devoir assumer, quelles sont les formations que je dois prendre, le tir, la self-défense, euh, aller voir un psychologue parfois pour faire une thérapie, si je dis ah je suis anxieux parce que... Mais peut-être que parler avec quelqu'un, ça peut être un professionnel, ça peut être un ami, ça peut être... Et, mais le déni, c'est certainement à l'opposé de l'anxiété. Le déni, dire non, mais tout va bien, ça aussi, c'est un problème. C'est peut-être un problème beaucoup plus grand que celui d'avoir un peu d'anxiété. C'est, c'est pas simple, mais c'est à chacun de vraiment travailler là-dessus. Ouais, et je dirais même que si les gens veulent acheter du matos et que ça leur fait du bien et que ça les rassure, je vois pas pourquoi enfin, je veux dire, chacun gère comme il Ah oui, peut, quoi. oui. Bon, le souci, c'est quand ça devient une fausse. C'est comme le mec, j'ai acheté un flingue, je le porte sur moi, j'ai pas fait de formation, j'ai pas réfléchi, je sors. Et là, tu essaies de te la jouer Charles Bronson, et ça Ouais, va très mal finir. mais ça, c'est un problème. Ça, c'est pas un problème humain, c'est un problème de vie. La vie va te recaler rapidement. Ouais. C'est ce que dit Stéphane Molyneux. Il faut qu'il y ait des gens qui fassent des conneries qui soient dans l'échec, parce que ça sert comme balise pour les autres. Parce que C'est clair. s'il y a jamais les gens qui se plantent, comment tu sais ce qui est bien, ce qui marche pas? Je sais Mm. pas. Ouais, ouais, ouais. Non, non, c'est clair. Tout ça pour dire que ce que je voulais dire, c'est que je suis pas contre la préparation. Euh, tout ce que je voulais dire, c'est que, Ouais. à mon avis, la nature anxiogène de la préparation découle d'une préparation ciblée. C'est-à-dire découle en fait d'une attente Oui. spécifique à un événement spécifique. Et que si on enlève l'événement spécifique, à mon avis, Oui, oui. C'est une tu vois. erreur classique. On l'avait relevé dans Rue Barbare, je pense, vers là, où Mhm. c'était une des erreurs, ceux qui veulent se préparer à tout et ceux qui se préparent à une seule chose. Et ce sont deux stratégies fausses, et entre les deux, on doit essayer de trouver une certaine nuance en étant bien sûr, évidemment, si demain ils te mettent la loi martiale dans le Montana, ça, ça implique une focalisation immédiate sur certaines choses et moins sur d'autres. Bien Mais sûr. ou si demain on vous dit voilà, pénurie, attention, cet hiver sera très froid, pénurie de je sais pas quoi, peut-être que ça implique ah je vais faire un saut dans le supermarché pour mettre de Mhm. côté 3 kilos de pâtes et un peu de Ouais. sauce. Enfin, je sais pas. Enfin, tu Mhm. vois, tu navigues. Enfin, c'est pas parce que tu dis voilà, moi
Je veux aller de Brest à New York en bateau à voile, et si on te dit attention, il y a des icebergs, toi tu vas pas dire non, mais bon, de toute façon, j'ai pas de route parce que je veux pas être anxieux. Non, mais il y a des icebergs maintenant, donc tu changes de route. C'est Mhm. évident que tu pilotes, que tu navigues, que tu as du bon sens, et qu'on est tous à essayer de l'acquérir et de le réacquérir à nouveau, ce bon sens. Mhm. Mais je sais pas toi, mais moi, mon expérience, peut-être en faisant des conférences, en rencontrant des gens sur les 4 dernières années, moi j'ai rencontré des gens pas super anxieux, préoccupés parfois par les événements du moment, ça oui, bah là clairement aujourd'hui il y a de quoi être préoccupé par ce qui arrive en France et ce qui va arriver, mais dans l'ensemble, je pense que les gens ont compris notre message, ton message, celui de justement d'avoir cette tendance à l'autonomie, de d'avoir cette compréhension de ce que ça veut dire une rupture de la normalité, même temporaire, et de pas être dans l'approche hollywoodienne, justement, de ah, les zombies, ah, les... Non, c'est une Mhm. approche beaucoup plus apaisée en fait. Alors après, il y a toujours, il y a toujours un mec original qui arrive et qui arrive en disant ouais mais je vais tous les buter, je me prépare. Bon ça, on n'y peut rien, ça arrive. On lui dit de se calmer, mais on lui dit attends mais tu sais, petite parenthèse, tu me confirmes, le criminel armé, qui est souvent armé, lui il a beaucoup d'expérience avec les armes, avec le tir et avec la criminalité. Lui a un avantage immense dans le choix d'initiative et dans la familiarité avec la violence. Donc, faut pas. Moi, j'ai toujours. En fait c'est l'inverse. Tu crois? Ouais. Non, je crois pas, je sais. Les criminels En fait, les criminels vont pas sur les pas de tir et vont pas s'entraîner, quoi. C'est pour ça que tu vois toutes les vidéos et les études sur les mecs, les criminels qui utilisent des flingues et tout ça. En fait, ils y connaissent rien, ils savent pas les faire fonctionner. Et, le truc s'enraye, ils tirent n'importe comment, à l'envers. C'est vraiment le gros bordel, quoi. Parce qu'en fait, les mecs, vu qu'ils sont dans l'illégalité, on revient à l'illégalité, vu qu'ils ont une arme illégale, ils peuvent pas aller au stand s'entraîner avec. Et généralement, ils sont trop occupés à faire des rails de coke et Ok. je sais pas quoi, tu vois, plutôt que d'aller s'entraîner. Je te Leur, leur, sortirai deux, leur, trois statistiques. Alors peut-être que. Alors, je pense que tu as sûrement ça, raison, je mets pas en doute ce que tu dis. ça dépend bien sûr du niveau du criminel. Là, je te parle de la petite criminalité de rue où les mecs a chopé où le mec a chopé un flingue ou un couteau. Généralement, ces mecs-là ne savent pas s'en Je mets pas servir. en doute ce que tu dis, je pense que tu as raison, et peut-être qu'on parle pas des mêmes. Mais je vais te sortir, il faut que j'aille chercher, je les ai pas maintenant, je les ai dans un livre qui est à ma ferme. Je vais te sortir deux, trois statistiques assez. Euh, et peut-être qu'on parle pas de la même chose, mais enfin, qui montrent que le petit criminel le standard, il a déjà été confronté à une violence, y compris avec des armes à feu, dans l'utilisation et le fait de recevoir, de se faire Mhm. tirer dessus. Euh, Mais ça, c'est différent. C'est différent. Moi, je te parle de technique et de tactique. ok, bah alors ouais, c'est ça que je pensais, parce que là, je te parle plus de. L'inoculisation à la violence est évidente. Ouais, Et là, ils ont effectivement un coup d'avance. ouais, c'est ça. Mais après, dans les tactiques et les techniques, surtout quand on parle d'armes à feu, ça laisse à désirer quand même. D'accord, mais ça, je veux bien le croire, oui, ça c'est clair. C'est clair qu'ils vont pas sur les pas de tir. Quoi qu'on en a chopé deux ou trois ici à côté de. Il y a 3 semaines, des mecs qui s'entraînaient dans la forêt, des mecs en turban, enfin bon, et on les a chopés à vouloir aller sur des stands de tir et d'acquérir plus de compétences et ils se sont fait pincer comme ça. Ouais, ouais. Mais bon, après, bien évidemment, ça dépend des niveaux, ça dépend du criminel. Est-ce que c'est un petit criminel qui fait juste des vols ou est-ce que c'est un criminel, tu vois, qui est plus dans la catégorie tueur, meurtrier et ainsi de suite. Ça dépend quoi. Une autre question. Mhm. Quel conseil donneriez-vous aux familles qui sont séparées en deux, comme les divorcés, par exemple, en cas de rupture de la normalité? Pas divorcé? Non, mais c'est une bonne Oui, question. c'est une C'est une très bonne bonne question question. parce on est bien évidemment dans un paradigme familial putain hyper difficile sur la famille quoi.
on est à quoi? À 50% de divorces Largement. dans nos cultures respectives? Et je crois que c'est 66% de divorce au deuxième mariage. Oh putain. Donc on n'apprend pas Donc, de nos leçons, visiblement. donc effectivement, on peut avoir, par exemple, commencer une famille, avoir 2 ou 3 enfants, être divorcé, et comment ça se passe? Donc, dans une situation de rupture de la normalité, bien sûr, il faudra définir rupture de la normalité. Est-ce que c'est une inondation? Est-ce que c'est un incendie au domicile? Est-ce que c'est la Troisième Guerre mondiale? Et ainsi de suite. Mais donc, comment ça se passe? Moi, j'ai deux, trois Bonne clients question. à qui j'ai fait du consulting qui sont dans c'est une situation très, très courante, hein, où la mère des enfants est à un endroit très éloigné du père, qui a peut-être sa nouvelle compagne, peut-être même des nouveaux enfants, et qui lui est dans une logique, bon, je vais me préparer, qu'est-ce que tu penses de ma maison, est-ce qu'elle est bien, oui, non, quelle formation je dois faire, oui, non, etc. Et souvent, je lui dis, parce que c'est une des premières choses que je fais, c'est pas de, moi, je veux pas savoir quel est le scénario du type, je veux d'abord comprendre la photographie de sa vie, c'est sa situation de vie, c'est quoi. Et la famille, c'est fondamental, donc c'est avant même de savoir la fortune et les moyens de la personne, j'ai envie de comprendre quelle est sa situation familiale. Parfois, c'est marrant, les mecs, ils te sortent, ah oui, mais il y a 2 heures, tu m'as posé la question, je t'ai répondu, mais en fait, je t'ai pas dit, j'ai un autre enfant avec une autre femme qui est à un autre endroit. Non, mais les mecs, ils osent pas te parler de leurs histoires alors que c'est fondamental. Et, euh, et donc, parce que le problème qui se pose, c'est que je leur pose la question, je leur dis, bon, mais dans un scénario vraiment grave, euh, c'est quoi que tu peux faire? Parce que tu es très limité, tu vas pas dire, ah bon, bougez pas, je prends la bagnole, je traverse la France, je vais de Aix-en-Provence jusqu'à Brest, récupérer mes gosses et je reviens. Un, c'est pas possible. Deux, peut-être qu'elle te laisse pas récupérer tes gosses. Mhm. Attends, et tu peux pas les kidnapper. Enfin, c'est compliqué de les kidnapper, c'est compliqué de Et puis en plus, et si c'est pas si c'est juste dans ta tête la rupture de la normalité et que tu kidnappes des gamins, enfin, tu rentres dans un océan de douleurs, enfin de merde, de problèmes. Et, et donc, pourquoi est-ce que tu prépares pas déjà maintenant? Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que peut-être qu'il faut parler avec tes ex. Je sais, c'est pas Mhm. facile. Peut-être que on doit aussi parler à ses enfants et avec ses ex. Donc c'est tout un, donc là, on s'éloigne complètement de la préparation à la survie et on rentre dans la... Qu'est-ce que c'est qu'être un être humain avec des relations normales avec Ouais. les gens et cordiales Communication. et Ouais. c'est fucking dur. Parce que Ouais. justement, si on a divorcé avec quelqu'un, et je Mhm. crois que tous les gens qui ont divorcé s'en rendent compte, c'est généralement pas ah ouais, bon, c'est pas grave, on reste copains, tant pis, au revoir. C'est un immense iceberg avec la partie cachée d'émotions qui se entrechoquent pendant des années avant même de divorcer. Et ensuite, il y a tout qui ressort au moment du divorce. Et ce qui sortait de la ligne de flottaison, qui était la partie dite, la partie dans le langage, la communication verbale, elle ne représente rien par rapport à toutes ces émotions non verbales, et donc c'est pas évident, c'est pas évident. Et Ouais. pour peu que, Mais ouais, c'est clair que la communication et la mise en place d'un plan, super important, quoi. ouais. Et c'est et c'est pas évident. Et raison de De toute plus façon, de, la question, excuse-moi, je te oui, coupe. La question, en fait, pourrait aussi se ramener à l'école. Parce qu'en fait, là, on a un sentiment donc d'éloignement avec une partie de notre famille. oui, Mais cet éloignement peut tout simplement être à l'échelle locale, ah oui, où quand nous, on est au boulot à un bout de Paris, et nos gosses sont à l'école à l'autre bout de Paris, s'il y a une problématique, comme par exemple les attaques à Paris, ils ont fermé les métros, les machins, les conneries, ça devient hyper compliqué, même ne serait-ce qu'à une échelle de rupture de la normalité locale, une inondation et ainsi de suite. Ça devient très compliqué parfois en fait de rassembler toutes les morceaux de famille qui peuvent être éparpillés, tu vois, sur une pastille de 20, 30, 40 km. si les communications fonctionnent en plus.
si les communications fonctionnent. Nous, on l'a vécu à Los Angeles, on a eu un tremblement de terre, je sais pas quand. 92? J'étais au boulot très 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 loin et le premier réflexe, c'est bien évidemment d'appeler mon épouse. Toutes les communications sont tombées et donc là, effectivement, on ne sait pas ce qui se passe, on ne sait pas l'étendue de la catastrophe et on est complètement coupé de notre famille. Et donc nous, c'est pour ça qu'on a un plan de points de chute rapprochés, par Voilà. exemple. Mais donc tous ces plans de chute rapprochés, plans de chute éloignés, plans de communication, communication secondaire, talkie-walkie, ham radio, toutes ces choses-là. Ouais. Et puis effectivement communication avec l'ex ou avec notre conjointe. Hein. Oui, oui. Ton exemple de l'école, c'est parfaitement juste, parce que c'est beaucoup plus probable et plus fréquent qu'il y ait ces problématiques, même pendant une durée très courte, et sans que ce soit des choses forcément dramatiques, mais qui peuvent Ouais. être anxiogènes, parce que tu te dis non, mais tout ira bien, mais en même temps, tu sais pas. Même si tu sais que c'est pas il n'y a pas une météorite qui est en train de tomber sur la ville, c'est pas la guerre nucléaire qui vient de se déclencher, ça reste dans le cadre du probablement il se passe rien. Mhm. T'as quand même envie de savoir. Et le mieux, c'est effectivement d'avoir un plan avec son conjoint, avec même les profs d'école, mais on n'est pas obligé d'arriver en disant bonjour, vous savez, je suis survivaliste, alors j'ai envie de faire un plan au cas où. Non, d'ailleurs, enfin voilà, on va dire voilà, s'il devait y avoir un alarme, ne serait-ce qu'être au courant de quel est le fucking plan Les d'évacuation de protocoles. l'école. La plupart des gens, ils s'intéressent pas. Moi, Ouais. ma femme elle a pris l'initiative de faire partie de l'association des parents d'élèves, et donc Mhm. elle est très très au courant de tous les plans de sécurité. Alors après, c'est moi qui lui glisse. Dis donc, parle-leur de sécurité. Qu'est-ce qui se passe s'il y a un taré qui rentre dans l'école et qui a un flingue? Mhm. C'est pas moi qui va leur dire, mais dis-lui Ouais. toi. Et c'est intéressant de voir que ben, ils n'ont pas prévu le coup, donc ils vont y réfléchir, donc ils font petit à petit, les plans se mettent en place, et Mhm. donc y compris avec des tierces personnes. Ben oui, ça c'est fondamental, et je suis sûr qu'on est tous, on n'y pense jamais assez à ces plans. Et encore une fois, c'est un moyen de réduire cette anxiété, c'est Bien sûr. d'avoir ces plans, ces standard operations, ces opérations, on dit procédures d'opération standard, dont on parle dans Rue Barbare, chapitre vers la fin aussi, il me Ouais. semble, qui sont les mêmes, parce que la même chose, la question, elle vient aussi pour l'évacuation. Les gens te disent, si on doit évacuer, puis on n'est pas tous au même endroit, ben, très probablement, le jour où tu dis, merde, il y a un problème, ben, vous ne serez pas tous au même endroit, à moins Bien sûr. qu'effectivement, c'est l'inondation, vous êtes tous dans votre maison. Mais si ça arrive dans les 16 heures par jour où tu n'es pas chez toi, Ouais. Exactement. Exactement. Donc ça s'applique, cette question est intéressante parce qu'elle s'applique à en fait plein de scénarios, pas besoin de parler de divorce ici. Une question de Eric Nevers. Que penser de la page Facebook de Pierrot qui s'oriente de plus en plus vers les complotismes en tout genre? moi je suis intéressé par les faits. Les faits sont ce qui permettent d'établir ou pas si une théorie est juste ou pas. Après, complotisme, je sais pas ce qui est un complotisme ou ce qui n'est pas un complotisme. Parfois, il faut dire que moi, ce que j'aime bien, c'est poser des. C'est pas parce qu'on pose un lien qu'on croit à ce lien d'ailleurs. J'aime bien poser les liens pour, un, voir les réactions des gens, ou parfois pour avoir des infos. Par exemple, je sais pas, l'autre jour, j'ai posé un lien qui avait des informations intéressantes, mais dans un site qui est merdique. Bon, ça ne veut pas dire que je valide ce site ou quoi que ce soit, mais ça m'intéresse d'avoir les informations pour que les gens me disent parfois non, cette information est pas juste. Ah ouais, ça m'intéresse. Parce que je sais pas tout, moi je suis pas une source d'informations sur tous les sujets possibles et imaginables. Donc voilà. Après, si les gens trouvent des trucs qui leur plaisent pas, qu'ils me le disent ou qu'ils le fassent savoir. C'est toujours intéressant de discuter. Tant que les gens sont cordiaux, moi je suis invexable. Simplement, j'élimine les gens qui insultent parce que j'ai plus le temps. Et si les gens ont des trucs, ou s'ils trouvent que je suis pas assez à gauche, qu'ils le disent, et je leur expliquerai pourquoi. Mais dans l'ensemble, j'aime bien titiller aussi les gens pour avoir leur réaction. Parfois, j'aime bien prêcher le faux pour, euh, pour sentir un peu les gens. Cela dit, moi j'ai une liste longue comme le bras de thèses sur des choses qui se sont passées dans le passé ou qui se passent dans le présent. Il y a peu de choses qui sont vraies dans l'histoire qu'on lit dans les livres, hein, quand on étudie vraiment la chose. Mais bon, après, complot, pas complot. Moi, je complote Ouais. tous les jours avec mon épouse
pour éduquer mes gosses, hein. Mhm. Autre question de Gino Damien. En France, le carburant chute encore. Dans notre région, le prix du litre est à moins de 1 euro. Comment vous expliquez qu'un carburant annoncé comme en fin de vie et de plus en plus coûteux à extraire coûte de moins en moins cher à la pompe? C'est une très 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 bonne question. Et le problème de ces questions, c'est qu'on a la réponse un peu plus tard. Et ça fait 1 an et demi que le pétrole baisse fortement et je comprenais pas. Et je comprenais pas parce que clairement, quand une matière première se raréfie et qu'il y a une demande toujours assez forte, eh bien les prix ont tendance à monter. Or là, c'est pas le cas. Et j'ai confirmé que la matière première se raréfie. On voit que les productions baissent depuis 2005, y compris dans les pétroles. Aux États-Unis, vous en parlez plus beaucoup, hein, de ces ces pétroles de schiste, ces machins. C'est plus aussi la mode qu'il y a quelques années. Le gaz de shit? Le, 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 le shale gas and the shale oil. Ils en parlent un peu moins. Non, non, on est passé à autre chose. Il se Ouais, passe d'autres choses. ouais, ouais. Il y a des, c'est comme d'habitude, hein, les nouvelles et Ouais, les bien faits sûr. divers. Ça. Donc le hype est passé et c'est parce que aussi il y a beaucoup de faillites dans ce domaine. Et donc ça explique toujours pas pourquoi le prix baisse. Au contraire, s'il y a des faillites de producteurs, ça devrait faire monter le truc. Et avec du recul, maintenant qu'on commence à avoir 1 an et demi sur le recul sur ces baisses de prix, on commence à identifier la raison. C'est que production industrielle et donc mouvement de marchandises dans le monde, grosse baisse, parfois jusqu'à moins 20% dans certains pays. Et ça impacte la demande en réalité du pétrole. Et donc ce que l'on voit, c'est on est dans une monstre récession qui est camouflée par des chiffres officiels qui se tendent à ne pas montrer qu'en réalité il y a de moins en moins de gens qui ont des jobs et que ces jobs sont de moins en moins payés, que les gens sont de moins en moins mobiles, que les gens voyagent et se bougent de moins en moins, mais surtout que l'industrie, qui a des camions, c'est surtout ça qui consomme, hein, c'est pas, eh bien, elle a eu une baisse donc de sa consommation en pétrole assez importante, de plusieurs pourcents. Et donc, même si la production de pétrole baisse, les pétroliers, enfin, les extracteurs n'arrivent plus à le vendre sur les marchés. Et donc, les prix baissent. Et ils baissent fortement. Je crois que hier, c'était à 38 dollars le baril. Ça fait depuis 2004 qu'on n'a pas eu ce prix. Enfin, on revient à loin. Et bon, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire que les économies sont en train de se planter plus vite qu'on ne le pensait. Et certainement plus vite que je l'avais pensé. Moi, je pensais que c'était la hausse des matières premières qui allait amener un ralentissement de l'économie. Mais en fait, l'économie, elle se ralentit avant, et donc les matières premières baissent. Mais il m'a fallu du temps pour comprendre ça, hein. C'est que depuis quelques mois que je commence à piger ça. Parce que c'était bizarre, effectivement, it didn't make sense. Donc là, on est dans une situation cocasse où les producteurs de pétrole font faillite, ou n'arrivent plus à faire des marges au prix maintenant, mais que s'ils remontent, l'économie, elle tourne plus non plus. Parce que à ce moment-là, les coûts sont trop gros. Et, euh, et ce qui est très marrant aussi, c'est qu'on s'attendait, et là c'est une erreur aussi que j'ai faite, il faut savoir reconnaître quand on fait des erreurs, c'est que je m'étais dit, avec la baisse des prix, ça va contribuer à ce que les gens, bah, en consomment plus, et donc que ça fait tourner un peu plus l'économie parce qu'ils ont aussi plus d'argent disponible qu'ils n'ont pas dépensé dans leur essence. Tu te souviens, il y a peut-être la première fois où on parlait en 2011, le pétrole était à 100 dollars, 120 dollars, et on avait des gens qui dormaient dans leur bagnole parce qu'ils n'avaient plus assez d'argent pour faire le plein tous les jours, pour aller, parce qu'ils habitaient dans le suburban area et puis ils bougeaient à travers la ville aux États-Unis. Donc plusieurs fois par semaine, ils préféraient dormir dans la voiture parce que c'était trop coûteux de faire le plein de leur bagnole. Bon, maintenant, je pense qu'ils peuvent faire la route, mais ils n'ont plus de job non plus parce que l'industrie, elle a fermé. Et que cette économie va vraiment mal. Et ça, et c'est global, hein, c'est la Chine aussi, c'est beaucoup de pays qui étaient en forte progression qui sont arrêtés. Le Brésil, il s'est pris un monstre arrêt de son économie dans la tronche ces derniers 18 mois. Ça a un impact, hein, ça a un gros impact. Quand un pays comme le Brésil ou la Chine consomme moins, ça s'arrête. Donc, dans ta réflexion,
par rapport au prix du pétrole. Dans ta réflexion, tu n'as jamais peut-être intégré le fait que effectivement il y a une possibilité qu'on se soit tous un petit peu trompés sur les quantités de pétrole disponibles. Ça rentre pas pour toi, c'est vraiment juste une question de redéplacement des économies par rapport au prix du pétrole. C'est ce que les chiffres auxquels j'ai accès, que je regarde dans différents sites. Tu vois, il y a les Oil Drum, il y en a plein de sites qui donnent des informations très régulières et assez bonnes sur les quantités extraites, etc. Ouais. Mais il y a aussi plein d'autres sites qui sont très, très bien aussi et qui en fait ne font pas ne projettent pas un pic pétrolier aussi puissant et dynamique et soudain qu'on avait peut-être prédit dans les années 2000. C'est plus l'impact où il y a des divergences, parce que maintenant, pratiquement, plus personne d'ailleurs ne conteste le peak oil, et plus personne ne conteste qu'il a eu lieu, parce que les chiffres de production, ils sont là. Il a eu lieu en 2005. Non, mais ce qu'on conteste peut-être, ce que les gens contestent peut-être, je me fais l'avocat du diable. Hein. Oui, vas-y. Ce que les gens contestent peut-être, c'est pas la validité d'un pic du pétrole, c'est peut-être la validité de la puissance de ce pic pétrolier, de la dynamique de ce pic pétrolier, et aussi de l'action temporelle, c'est-à-dire c'est soit ça arrive demain, soit ça arrive dans 50 ans. Mais le fait est que demain ou 50 ans, c'est une grosse différence. Oui, en fait. Certainement. En revanche, là où ce qui est vrai, c'est que le vrai impact de la baisse de la disponibilité de pétrole de bonne qualité et pour les bonnes industries, notamment les transports, là, il y a des différentes appréciations sur est-ce qu'on en a encore pour 20 ans ou pour 30 ans. Parce qu'on pourrait faire, et je m'excuse, je te coupe, mais on pourrait faire la logique inverse de dire, par exemple, si on est dans le complotisme, de dire par exemple que en fait c'était vachement intéressant et c'est toujours vachement intéressant de propager l'idée d'un pic pétrolier brutal et dynamique sur la population et sur les populations et sur aussi les fabricants d'essence et tout le bordel et de voitures et toute l'économie qui va avec, pour peut-être aussi bousculer un petit peu le paradigme pétrolier dans lequel on est. Tu vois ce que je veux dire? Oui, sauf que... Ça pourrait marcher dans les deux sens. Sauf que le truc, c'est que l'industrie du pétrole, comme c'est souvent le cas dans la plupart des industries où il y a un petit peu d'argent à faire, il y a beaucoup d'argent à faire, c'est une quantité d'employés, de travailleurs, et une quantité de géologues et d'ingénieurs spécialisés qui connaissent bien les informations liées à l'extraction, les quantités, les localisations, les lieux où il y en a, etc., qui se comptent par des millions d'individus. Et dans des industries extrêmement compétitives et avec une très forte, je ne sais pas si elle est très forte, mais en tout cas avec une certaine mobilité des gens d'une entreprise à l'autre et d'un État et d'une organisation étatique à l'autre. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les gisements de pétrole appartiennent aux États. Ils sont souvent exploités par des consortiums qui sont comment on appelle ça, des joint ventures, donc des participations mélangées entre l'État en question qui est propriétaire de son gisement, typiquement l'Arabie Saoudite, par exemple en Arabie Saoudite, et des privés qui vont venir et qui vont exploiter et amener la technologie qui va permettre d'extraire. Et ensuite, il y a aussi les distributeurs. Ce n'est pas forcément toujours les mêmes. Donc typiquement, en Norvège, c'est l'État norvégien qui est le propriétaire et l'exploitant de la majorité de ces gisements, et il donne des concessions à, je sais pas, BP, Total ou d'autres, et qui ensuite sont plus ou moins des distributeurs. C'est une industrie extrêmement complexe, extrêmement vaste, et je pense que c'est tellement ouvert, et avec beaucoup d'argent en jeu, qu'on ne commencerait pas à faire je veux dire, même quand l'OPEP modifie les prix
par des modifications du volume produit extrait ou par la raréfaction, enfin, ou la baisse du volume extrait, c'est plus rare, tout le monde sait ce qui se passe. C'est-à-dire quand l'Arabie Saoudite décide, ok maintenant, et même quand ils font des trucs en douce, ça se sait dans l'industrie. Donc c'est pas une industrie hyper secrète dans ce sens-là. Il y a des secrets sur les technologies, oui, ça c'est vrai. Mais c'est pas une industrie où peut décider, un cartel peut décider, bon en fait on va faire exprès de pas gagner d'argent, comme ça on va cacher au public le fait qu'on a encore des réserves. En général, ils ont tendance à dire on a beaucoup plus de réserves que ce qui est vrai, parce que plus on a de réserves, plus on a de concessions pour sortir. Et plus ça va dans notre bilan. Donc on va avoir l'impression, on va donner l'impression d'être plus puissant et plus riche, et ça nous donne plus de force de négociation dans les négociations avec justement d'autres intermédiaires ou d'autres États ou d'autres distributeurs à travers le monde. Donc je crois que c'est une industrie qui est assez transparente. Parce que par exemple, on a aussi sorti des théories du genre, oui, mais en fait, il y a des énergies alternatives géniales, mais les pétroliers les cachent pour continuer à gagner de l'argent sur le pétrole. Bah, déjà, les marges, elles ont baissé, mais le premier pétrolier, Total, Elf, etc., hein, on va dire, parce qu'il y a beaucoup de joueurs dans ce domaine, le premier qui développe un moteur qui consomme beaucoup moins, il a un super brevet avec lequel il va se faire énormément d'argent. Bon, je ne crois pas que c'est si... la libre entreprise et le libre marché, en général, c'est c'est pas toujours... il y a des contre-exemples. Maintenant, je pense à des contre-exemples sur les ampoules, il y a des magouilles qui existent. Mais je crois que l'industrie du pétrole, elle est assez transparente, parce que c'est tellement partout, c'est tellement énorme comme volume. Euh, je- Après, oui, on peut discuter sur l'impact. Est-ce que cet impact, il se fait vite ou un peu moins vite? Mais on va être impacté 20 ou 30 ans, c'est dans nos vies, hein. Non, parce que si C'est tu bientôt. veux, moi quand j'ai commencé à m'intéresser aux pics pétroliers, c'était early 2000, tu vois, Ouais. genre début 2000, début des années 2000, et tu prenais les sites et les mecs et tout, et en fait, tout le monde était sur une dynamique pic pétrolier, en 2020, on est tous à bicyclette, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Et on Ouais, arrive là, ça c'est excessif. 2016, on arrive 2016, le baril est à 38 ou 39 dollars. Et ah ouais, parce qu'on nous disait aussi sur ces sites, non seulement en 2020 on est tous à bicyclette, mais parce que les Chinois et les Indiens, ils sont des milliards, ils vont tous vouloir une voiture comme les Américains, machin et tout, Et ils le veulent, d'ailleurs. et ils la veulent. Mais donc voilà, là où on revient à la question, c'est que voilà, on est en 2016, et que pour le moment, si on se base juste sur le prix du baril de pétrole, il n'y a aucune validité, si tu veux, à un pic pétrolier qui serait dévastateur avec une courbe et Ouais, c'est vrai. tu vois ce que je veux dire? Pour l'instant, c'est vrai. Et Donc on pourrait penser que peut-être, et c'est un peu la question, on pourrait penser que peut-être on s'est tous un peu trompés, ou on s'est tous peut-être un peu emballés possible, sur sur l'impact. l'impact Hmm. et C'est possible, c'est possible. D'abord, il faut toujours se remettre en question, ça c'est important. Il ne faut pas persévérer dans une idée juste parce on l'a eu et que ça c'est clair. Après, le vrai, le jour où on sait vraiment ce qui se passe, c'est le jour où, même si le baril vaut 12 dollars, c'est qu'il n'y en a pas. C'est que tu veux l'acheter à 12 dollars, il n'y a personne qui te le vend. Ça, c'est le jour où tu sais que c'est fini. Ça, on n'y est pas encore. C'est clair. Mhm. Donc voilà, en fait, question qui va rester en suspens un Oui. peu. Une autre question. Ouais, je vais la zapper celle-là. Bonsoir à vous deux et merci pour le travail déjà accompli. Les survivalistes sont-ils condamnés à vivre isolément ou peut-on voir un jour un courant, voire engagement politique naître ou tout du moins une affirmation plus nette dans notre société? Bien à vous tous. Déjà, en tant que survivant, je me sens pas condamné et je me sens pas isolé non plus.
Mm. Les survivalistes sont-ils condamnés à vivre isolément? Non, Non, euh, bien au du tout. contraire. Au contraire. Moi, la plupart des survivalistes que je connais personnellement sont généralement des gens hyper attachés à la famille, au clan. C'est généralement qui ont des amis vraiment très très proches et le genre d'amis qu'on peut appeler à 2 heures du matin et qui vient avec une pelle et une bâche. Pour Euh, t'aider à enterrer le cadavre. C'est euh, l'expression américaine de la... euh, non, je pense que effectivement, il y a toujours, et t'en parlais un petit peu plus tôt, il y a toujours des gens un petit peu farfelus qui s'isolent tout seuls parce que c'est des psychopathes, parce que c'est des gens qui sont socialement ineptes, c'est des gens qui savent pas parler, c'est des gens qui savent surtout pas écouter. Euh, Ça me fait penser, je saute du coq à l'âne. Il a fini où, France Survivaliste? Il s'est barré avec l'argent du livre qu'il a vendu, qu'il n'a pas écrit ou quoi? je ne parle pas des gens que je ne connais pas. Tu connais pas. Et donc condamné à vivre isolément, je pense que les seuls gens qui sont condamnés à vivre isolément, c'est les gens qui se condamnent eux-mêmes à vivre isolément, ou peut-être qu'on n'ont pas les outils, en fait. Parce que j'ai rencontré quand même pas mal de mecs qui n'ont vraiment pas les outils. Les outils, le lien social, Hmm. la communication. Il y a encore beaucoup de gens, tu vois, qui rentrent par la porte hyper dramatique du survivaliste et ils ouvrent la porte fin du monde. Tu Hmm. vois ce que je veux dire? Ouais, ouais. Putain, et là, c'est vrai que c'est l'enfer, ça doit être l'enfer pour la famille. T'imagines, toi, un jour, t'es marié à un mec pendant 15 ans, tout va bien, t'as 3 gosses, et un jour, le mec rentre à la maison et te dit, putain, le monde va exploser après-demain, faut qu'on aille au supermarché et qu'on achète 150 kilos de pommes de terre. L'enfer. Et l'eau de Euh, Javel. et de l'eau de Javel, et des flingues, et euh, donc moi, je sais pas ce que tu en penses, mais moi, je me Ouais. sens pas condamné à vivre dans l'isolation, quoi. Ah, moi, Du tout. j'ai bossé dans l'informatique, où c'est une industrie où les ingénieurs informatiques sont beaucoup, beaucoup plus dans l'isolation Ouais, ouais, tout que ce les qui est gens que je nerd, connais. Ouais, ouais. c'est clair. Non, au contraire, moi, je découvre de plus en plus de liens, même avec mes voisins, et je découvre Ouais, dans la vallée où j'habite des gens qui ont lu mon livre, mes livres, et qui regardent tes vidéos, et qui sont là-dedans, et puis que voilà, comme je l'ai dit récemment à un journaliste, ce n'est pas une secte, ce n'est pas une religion, ce n'est non, pas un mouvement politique, et non. ça m'étonnerait que ça ne le soit jamais, pour répondre à Ouais, la question. j'espère pas. Non, je pense pas du tout. Il manquerait plus que ça. Après, souvent, on rencontre des gens qui sont très libertariens dans leur approche, qui sont très ouverts sur la liberté individuelle, etc. Souvent, mais pas que. Et en Non, général, généralement, quand même, les survivalistes, c'est. Moi, de mon expérience, que ce soit français ou Amerloc, c'est quand même plutôt des gens de droite, ouais, plutôt engagés politiquement, tu vois. Euh, mais après, c'est des catégories. moins Pour en moi, c'est comme Suisse. la religion. La religion, ça doit rester personnel. Ouais, moins Ça. en Suisse, peut-être. Les gens autour de moi, ils sont moins. Les gens autour de moi, je suis encore le plus, pas engagé, parce que c'est un grand mot, mais c'est- il y a que moi qui disent, qui parle éventuellement de politique, mais sinon, pratiquement pas. Et Moi, c'est plutôt le contraire et l'inverse. En fait, je me suis plus rapproché de gens qui sont plus dans une dynamique carrément même anti-politique, vraiment d'indépendance, et pas que de l'indépendance à l'échelle de la tomate ou du panneau solaire, mais vraiment de l'indépendance intellectuelle et philosophique, et qui rejette vraiment tout hum, cet univers ordinaire de la politique, toutes ces sans doute, choses-là. sans doute. Non, je pense qu'il y a vraiment des bonnes choses à faire. Je me sens pas du tout condamné, je me sens pas du tout isolé, Non, c'est vrai. tu vois. Non, c'est plutôt. Après, c'est vrai il y a des gens qui sont un peu publics, comme toi et moi, et des gens qui sont plus dans une discrétion, et ils ont raison, qui est salutaire, je pense, et qui Ouais. ont
moi je rencontre énormément de gens qui ne donnent absolument aucun indice de Mhm. tout ce qu'ils font et tout ce qu'ils préparent Mhm. et qui sont, et qui donnent et qui sont dans des milieux incroyablement intéressants. Enfin, il y a des trucs, des fois je rencontre des gens, tu dis, ah ouais, quand même. Ouais, moi c'est pareil, hein. Voilà. J'ai Mais rencontré des gens. voilà, donc À mon avis, c'est très ça intéressant. dépend vachement de l'approche. Je pense que ce qu'il veut dire, quoi, c'est que j'en reviens à ça parce que c'est mon intuition, mais parce que j'ai rencontré quand même pas mal de mecs qui effectivement sont normales pendant 30 ans et puis un jour ils veulent acheter 150 kilos de patates et creuser un bunker dans le jardin, quoi. Et là, c'est vrai que effectivement, c'est vachement dur de réconcilier, si tu veux, une approche hyper comment hyper poussée, hyper extrême quelque part, Mhm. et de réconcilier ça avec sa famille, quoi. Oui, je pense que la motivation psychologique première, lorsqu'elle est saine, c'est-à-dire d'une saine appréciation des risques possibles du monde et de la vie, et donc d'une préparation mentale, physique, matérielle, qui reste dans ouais, dans le raisonnable, dans le non obsessionnel, dans le non paranoïaque. C'est 99% des gens que je rencontre et que j'écoute et que je vois. Mhm. Euh, il arrive plus rarement, en revanche, d'avoir des personnes qui ont une approche, je ne veux pas être méchant, mais qui ont une approche de je suis en échec dans plein de domaines dans la vie et je me raccroche à une À façon quelque chose d'être, que je peux maîtriser, ouais. voilà, qu'on peut maîtriser et qui est un peu la logique mentale des gens qui rentrent justement dans les sectes, qui sont dans le ah, je cherche une structure, un cadre, une idole, un gourou, et qui l'écoute et qui ça arrive, genre ça arrive dans tous les Ouais, bien sûr. domaines et ça peut-être que de temps en temps il y en a. Bon, gens à éviter à mon avis, c'est Mhm. jamais bon. Et c'est pareil, par exemple, quand des trucs complotistes, souvent quand il y a quelqu'un qui, quand quelqu'un qui vient et qui commence à expliquer des trucs très farfelus, comme quoi les jésuites dominent le monde ou je ne sais pas quoi, moi souvent je lui pose la question, je lui dis, qu'est-ce que ça change dans ta vie de savoir ça ou pas? Si ça te rend heureux, très, très bien, mais pense aussi au temps que tu penses, le temps que tu passes à ces trucs-là. Si tu passes énormément de temps à autre chose que des choses qui t'améliorent physiquement, mentalement ta vie, peut-être que c'est pas le choix le plus approprié. Et ce serait le même, celui qui Mhm. approche la préparation justement avec une grande anxiété, avec une grande, d'une approche monomaniaque, en disant ah, et puis qui en parle tout le temps autour de lui de manière obsessionnelle, etc. La question Ouais. qui devrait se poser, c'est est-ce que ça te rend vraiment heureux? Est-ce que ça t'aide vraiment? Parce que peut-être tu dois revenir en arrière d'une ou deux étapes et de réfléchir vraiment à ce que tu veux vraiment faire. Ouais. Mais en même temps, pour être fair, pour être sincère, pour être, je sais pas, fair, équitable, Mhm. il y a quand même vachement d'impulsions, surtout sur le net, quoi, mais vachement d'impulsions effectivement anxiogènes, où tu as des sites, des chaînes YouTube, des mecs quoi, qui mettent vraiment la pression en faisant un travail vraiment hyper anxiogène, quoi, ou de fin du ça va péter, oh, regarde ce qui se passe là, regarde ce qui se passe là, putain, les Turcs, les Russes, les Américains, les Israéliens, Mhm. les bombes, les morts, enfin, je veux dire, Ouais. putain, c'est vrai que pour quelqu'un peut-être qui a pas, et on va repartir sur la famille, pour quelqu'un qui n'a pas une situation familiale et un nucléus familial peut-être assez stable, et qui est tout seul devant son ordinateur face au monde et où tu as la machine à penser qui part dans tous les sens, c'est clair que ça va partir en couille, quoi. Mhm. Tu vois Mhm. ce que je veux dire? C'est là où, de manière pragmatique, les niveaux d'alerte, et à chacun de faire les siens, il n'y a pas besoin de copier celui d'un autre ou pas, mais permettent de graduer. C'est comme tu sais, il y avait à l'époque du risque de guerre nucléaire, il y avait le Doomsday Clock, ou Defcon. Ouais. voilà, ou le DEFCON pour les. Le fait de mettre des niveaux d'alerte te permet aussi de se dire, voilà, il y a Mais tu vois, moi, l'aviation. ça, je trouve ça vachement anxiogène, les niveaux d'alerte.
Moi, je sais pas, parce que c'est comme les niveaux de Cooper pour la sécurité personnelle. Il y a des moments où tu te dis, bon, en ce moment dans le monde, tranquillou, les Turcs abattent un avion russe, bon, c'est préoccupant, mais en même temps, c'est pas ici que... Donc, et puis c'est variable d'où tu es. Si tu habites en Syrie, là, tu es en alerte 5 sur 5, par exemple, dans mon échelle à moi. Là, Non, mais c'est pour ça, c'est ça ce que fait j'allais 5 dire. ans que tu es en Moi, alerte 5. j'aime pas les niveaux d'alerte, si tu veux, parce que moi, je me dis, euh, tant qu'il n'y a pas 5 mecs à ma porte avec des calaches, Mais c'est pas la moi, même mon niveau chose. d'alerte, il est à zéro. Non, mais c'est indépendant du niveau de Cooper. C'est-à-dire que il y a ta vie de tous les jours et tu peux, je veux dire, il peut y avoir une guerre nucléaire qui commence entre la Chine et les États-Unis. Toi, tu habites en France et tu te fais planter au couteau parce que quelqu'un veut tirer ton portefeuille. Et tu dis, ah, mais ça n'a rien à voir, mais ça a à voir. Enfin, voilà. Donc, c'est deux choses séparées. Ouais. Tu as vraiment ton truc quotidien autour de toi, ton environnement, où tu vas pas, etc. Et après, euh, c'est- il y a autre chose, mais c'est autre chose t'impactera, parce que ça t'impactera pas forcément, mais ça peut aussi Non, t'impacter. ce que je veux dire, c'est que pour moi, personnellement, j'ai pas besoin de niveau d'alerte à l'échelle globale, tout simplement parce que moi, mon travail reste le même au Ouais. quotidien. C'est-à-dire que mon travail reste toujours de tendre au- à l'indépendance, à l'autonomie, à la Non, résilience. mais c'est Quoi qu'il l'aboutissement, arrive je du suis monde, tu d'accord. vois, le monde peut partir en couille ou le monde peut être magnifique. Moi, mon travail reste le même. Tu vois ce que je veux dire? Oui, et c'est tout à fait là qu'on doit être dans l'aboutissement d'une tendance à se préparer et à cette autonomie, à cette liberté. Simplement, et c'est là où peut-être, même à la limite, je dois donner raison aux gens qui disent mais il faut faire de la politique, c'est qu'on a un impact du monde sur nous. Et si demain les lois changent, parce que comme en France, c'est devenu, par exemple en ce moment, évidemment, il y a un état d'urgence, ça a un impact potentiel sur les trucs que tu peux faire, les trucs que tu peux dire. Tu as remarqué aux États-Unis, comme partout ailleurs, il y a un durcissement du renseignement, des lois liberticides sur plein de domaines et qui touchent tous les citoyens, y compris les gens qui ont rien à voir avec quoi que ce soit. Et, Mhm. et ça, ça fait partie des choses dont il faut tenir compte. Parce que si par exemple demain, une loi passe qui dit bah, maintenant on va confisquer toutes les armes, par exemple, ou Mhm. on va confisquer les stocks de nourriture, ou on interdit les potagers, des trucs qui me paraîtraient absurdes, mais qui sont dans l'esprit malade de certains dans l'environnement, dans ce qu'ils voudraient faire, Mhm. ça a un impact sur ce que tu fais dans ta vie au tous les jours. Parce qu'à ce moment-là, il y a un problème avec ton potager dans le jardin. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu le caches? Est-ce que tu le camoufles? Est-ce que tant pis, tu le fais plus? Ça a un impact. Et donc, Bien sûr, mais en quoi faire de la politique n'impacterait pas. Enfin, je veux dire, si les mecs passent des lois, les mecs passent des lois. On n'est pas non en mais, démocratie directe hein, non ici. mais Hein. certes, mais le awareness de ce qui se passe, la prise, je vais parler comme Jean-Claude Van Damme, être conscient de ce qui se passe, alors, ça ne veut pas dire qu'on va être 24 heures sur 24 sur les nouvelles, ça ne veut pas dire qu'on doit être stressé Bien par sûr, bien ça, sûr. mais savoir la différence, bon, je ne sais pas si ça va avoir une différence, si l'année prochaine ce sera Trump, Cruz contre Clinton, est-ce que ça va impacter ta vie de tous les jours ou pas? Ensuite, est-ce que tu milites pour ou pas? Ça, c'est un choix très personnel, ça c'est clair que... Mais Non, mais c'est la différence que je fais, c'est ce que je dis toujours. Moi, les mecs qui veulent faire de la politique, c'est très bien, faites de la politique. Euh, je, je garde un œil ouvert sur tout ce qui se passe. C'est pas parce que c'est pas parce que je vote pas, tu veux, que je suis pas aware ou non, que je fair sais pas enough. ce qui se passe dans le monde. Non, Tu vois ce exact, que je veux dire? exact, exact. Non, mais les gens confondent ça parfois. Tu vois, ils me disent ah tu fais pas de politique, ça veut dire que je m'y intéresse pas. Non, je m'y intéresse Mhm. et je regarde ce qui se passe et je m'informe. Mais effectivement, je vote pas. Tu vois ce que je veux dire? Ou alors mes votes sont tangibles. Mes votes, c'est effectivement, j'achète une arme à feu légale que j'enregistre et ainsi de suite. Ça, c'est ma manière de voter. Ma Mhm. manière de voter, c'est de faire mon cochon tous les ans. Ma manière de voter, c'est de faire pousser mes propres tomates. Ma manière de voter, c'est d'avoir des panneaux solaires et ainsi de suite et ainsi de suite et Non, ainsi c'est de suite. clair. Tu vois ce que je veux dire? C'est le Parce que plus pour important. moi, si tu veux, le paradigme politique de l'homme ordinaire ne m'intéresse plus. C'est-à-dire que pour moi, si tu veux, il y a eu une cassure. Mhm. Tu vois, ça ne m'intéresse plus.
ça ne m'intéresse plus d'une manière active, ça ne m'intéresse d'une manière passive. C'est-à-dire que maintenant, je suis en dehors de ce paradigme politique que je peux observer. Je peux dire, ah tiens, ils sont en train de nous faire ça, ah tiens, ils sont en train de nous faire ça, mais je ne suis pas dedans. Parce que ce que j'ai remarqué, c'est que les mecs qui sont dedans, ils sont hyper émotionnels, ils sont hyper attachés à certaines causes qui les rendent aveugles. C'est vrai aussi. Et à partir du moment où si tu te dis, moi je suis pour la couleur bleue, tu arrêtes de voir la couleur rouge pour ce que la couleur rouge peut être. Tu vois ce que je veux dire? C'est vrai aussi. Je Non, schématise, mais tu vois c'est ce que pas je veux faux, dire? c'est pas faux. Mais je me suis rendu compte que les mecs hyper politisés, eh ben en fait, étaient hyper émotionnels et obsessionnels par rapport à leurs idées politiques, tu vois, hyper attachés à leur parti politique ou à leurs idées politiques, et ça devient presque, ça commence à faire partie de leur personnalité, ça commence, tu vois, il y a beaucoup de choses qui se passent, on perd beaucoup d'indépendance en fait. Dès C'est que vrai, tu mets c'est vrai. le petit doigt dans l'univers politique, pour moi personnellement, les gens font ce qu'ils veulent, j'ai l'impression que je perds un peu d'indépendance, si tu veux. Non, Que non, je c'est vrai. rentre en fait dans le jeu du paradigme ambiant de la politique de l'homme ordinaire. Et la politique de l'homme ordinaire, ça me stresse. Oui, non, mais te Mais tout connaissant un ça, peu, c'est clair que... Ouais, c'est clair. tu vois ce que je veux dire? Ouais. Mais tout ça pour dire que je peux comprendre quelqu'un, tu vois, qui arrive un petit peu par la porte dramatique du survivalisme fin du mondiste, apocalypse, machin, tout. Tu vois, il couvre la porte et tout d'un coup, on lui dit putain, niveau d'alerte 2, ça part en couille au niveau économique. Tu vois ce que je veux dire? Je peux comprendre en fait que les gens un petit peu, les gens ordinaires, arrivent là-dedans et se disent putain, ça va péter demain, il faut que j'aille acheter 150 kilos de patates. On revient à la discussion qu'on a eue l'autre fois, c'est que souvent, quand on est dans le rôle, que peut-être toi ou moi, on se retrouve à communiquer de temps en temps sur des sujets, etc., on se retrouve dans un rôle, peut-être malgré nous, de créateur d'anxiété. Et c'est une des raisons pour laquelle on se posait la question, moi je me pose toujours la question, est-ce qu'il ne faudrait pas que j'arrête ou que je lève le pied ou que je diminue considérablement ma communication Facebook et tout ça. Parce que pour l'instant, je relaye souvent des infos que je trouve marrantes pour les raisons que j'ai expliquées tout à l'heure aussi. Ouais. Mais parfois, ouais, après, je me dis peut-être que les gens, ils flippent leur race à mort, en fait, derrière. Alors que pour moi, c'est juste, ah ouais, c'est marrant, il s'est passé ça, pouf. Puis genre, ah ouais, putain, c'est le bordel, je le partage. Puis en fait, Ouais. ça change rien dans ma vie. Je veux dire, ensuite, je prends mon vélo et je vais faire 2 heures de vélo parce que j'ai envie de... Mais peut-être les gens, ils lisent ça, ils disent, oh putain, ils flippent. Et Bien par sûr. exemple, voilà, Bien sûr, c'est une regarde question. ce qui s'est passé à Paris. Moi, tout d'un coup, le lendemain, j'ai eu 20 000 vues sur le blog et j'ai reçu 150 questions pour les mecs qui voulaient acheter des masques à gaz. Ah ouais. Ouais, ouais. Et tu te dis, putain, il y a quand même un gros problème Ouais, d'équilibre, tu vois, où tu as une action et tu as une réaction. ouais. Et si tu veux, moi, je me méfie vachement des réactions. C'est humain, ouais, c'est humain. Tu vois, et donc, c'est vrai qu'on a un rôle dans cette dynamique, tu vois ce que je veux dire? Et c'est vrai que j'imagine que parfois on ne se rend pas compte de l'impact des choses qu'on peut dire ou penser, tu vois, qui pour nous semblent hyper naturelles, basiques, tu vois. Mais derrière, putain, je sais hein, qu'il y a des gens qui lisent des trucs parfois et qui se disent, putain, ça y est, quoi. Turquie, Russie, niveau 2, les mecs, c'est parti, quoi. Ils sont en train de creuser un trou dans la cave. Donc, Non, non, enfin, c'est vrai, c'est des questions. si tu rajoutes en plus tout le bordel, pour moi c'est un bordel, et ça c'est hyper français quoi, mais tout le bordel de la politique et du truc politisé, les sionistes et les putains, enfin c'est le Ouais, bordel. je suis bien d'accord. Et en fait, moi à chaque fois, tu vois, que je suis confronté à ce genre J'ai été sage hein, ces derniers temps. J'ai été très très sage ces dernières années sur ces c'est vrai. sujets-là. Ah bah ouais, j'étais loin de. Mais donc, tu vois, moi, à chaque fois, je me dis, à chaque fois que je suis confronté à ce genre de marée hyper émotionnelle, je me dis, putain, voilà, les tomates poussent pas, quoi. C'est Parce que vrai, pendant ce temps-là, personne n'est au jardin, quoi. c'est clair.
Et en fait, au final, ouais, est-ce que ça fait vraiment, avancer le schmilblick? Est-ce que ça fait vraiment une différence sur sur notre indépendance? Est-ce que ça fait vraiment une différence sur notre niveau de résilience si on se fait attaquer dans la rue? Ou est-ce que tout ça, c'est juste un gros bordel ambiant, juste pour un petit peu défouler, tu vois, des espèces de, je sais pas moi, Des je sou- sais pas quoi. Oui, peut-être J'ai c'est des pas envie de faire soupapes. de la psychologie de base, quoi. Ouais, Mais c'est des soupapes aussi pour pas mal de ouais, je gens. pense qu'il y a une question de soupape, il y a une question d'exprimer certaines peurs, certaines projections, certaines envies peut-être. Il y a des gens qui ont envie de vivre dans un monde différent, tu vois. Et là, je comprends la dynamique politique, si tu veux, parce que je comprends les idéalistes, parce que je suis un idéaliste. Donc je comprends la dynamique politique d'un point de vue idéaliste. Tu vois, j'ai une super bonne copine à Los Angeles. Putain, elle me casse les couilles avec le vieux là, Le fou là. Bernie Ah oui, Sanders. non, il est fou. Mais je comprends sa motivation parce qu'elle part d'une dynamique hyper idéaliste où elle veut que tout le monde s'en sorte, que tout le monde aille bien, que tout le monde Aïe, soit aïe, aïe. beau, que tout le monde ait un Là, iPhone, que un tout peu le de monde K, ait une hein, voiture, ou un peu R, un peu R, un un peu peu R, R, un peu R un quand peu, même. un Ouais. peu beaucoup R. Mais Et le, moi, en tant que K, tu vois, ça me fait marrer, quoi, bon, presque. après, il y a aussi l'âge. À nos âges, à 40 et plus balais, en général, on en a vu d'autres. Et Exact, l'idéalisme, on l'a placé sur d'autres choses. On n'est plus exact. dans le, on tend à devenir, on tend à devenir qu'à avec les années aussi, à être un peu plus Ouais, détaché, un peu plus. Et puis on a des responsabilités terre à terre. Moi, les gosses, chaque ouais, mois, je dois me dire, bon, elle veut faire du piano, comment je vais le payer le piano? Elle, lui, veut faire du tennis, ok, comment je vais lui payer son cours de tennis? Des mhm, questions simples à la fin du mois, on te dit, bon, c'est un ouais, choix. Je lui dis non, je lui fais faire, et puis à côté, ben, peut-être c'est moins d'autres choses. ouais, Donc là, après, c'est vrai que il y a d'autres choses qui sont moins importantes et à laquelle on. Et quand le type il dit non, mais tu devrais payer plus d'impôts pour filer de l'argent à un Mouloud qui débarque de Syrie, moi je lui dis machin, franchement, il pourrait se noyer dans la mer, j'en ai absolument rien à foutre, mais moi mon problème c'est comment je peux payer mon tennis. Et celui qui me dit t'es immoral, j'en ai rien à foutre. ouais. Donc à la fin, I don't care, moi je le connais pas machin. Et même celui qui habite à 10 kilomètres de chez moi, je le connais pas. Donc je Mhm. préfère m'occuper de ce que je connais. Mais voilà, après, j'étais pas comme ça à 20 ans. À 20 ans, j'étais comme ta copine. Ouais, ouais. Pas Non, non, vraiment, mais pas tout à bon, fait, moi, j'ai mais. jamais été, je suis jamais tombé dans la marmite politique, quoi. Hmm. Mais c'est vrai que, putain, j'ai eu des copains, quoi. Et j'ai toujours des copains qui sont hyper politisés, qui s'enflamment. C'est assez fun. Pour moi, c'est alien. Pour moi, c'est une autre planète, tu vois.